Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. On va faire un peu ce que j'avais fait sur Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire qu'on va revenir sur une saga cinématographique, et à savoir, on va parler d'un truc dont je ne parle pas souvent, quoique, on va parler des X-Men. On se retrouve tout de suite après le générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, il faut savoir que, à l'heure actuelle, même si c'est un peu en train de s'effriter à cause des critiques intellectuelles de gauche, nous sommes dans ce qu'on appelle cinématographiquement l'âge d'or des films de super-héros. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et les gens disent oui, c'est Iron Man qui a lancé les films de super-héros. Alors oui et non. Iron Man a permis de lancer les univers partagés dans le dans le cinéma, mais il y a deux, voire même trois films d'une certaine façon qui a lancé ce qu'on appelle l'âge d'or des super-héros, qui a prouvé au monde, aux spectateurs et aux producteurs et aux réalisateurs qu'il était possible d'adapter les comics de super-héros au cinéma. Le premier c'est Blade, avec Wesley Snipes, qui est un bon divertissement on va dire. Spider-Man de Sam Raimi, et la deuxième c'est la saga X-Men. Sauf que la saga X-Men, comme beaucoup de sagas cinématographiques malheureusement, Star Wars si tu nous entends, c'est un peu une saga en dents de scie. C'est un peu une saga en dents de scie, mais il faut savoir que X-Men, quand c'est créé dans les comics, c'est quelque chose d'hyper intéressant, parce qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des super-héros. Je m'explique. Les X-Men, ça représente en fait une équipe de mutants, c'est-à-dire des gens qui sont nés avec des pouvoirs et qui, du coup, sont harcelés, tués, torturés, rejetés par la société de par leur mutation, parce que certains, notamment Wolverine, ont des mutations qui sont, entre guillemets, cachées, c'est-à-dire qu'elles ne se voient pas, mais certains ont des problèmes d'apparence physique, des problèmes presque handicapants, on va dire. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec les X-Men, c'est que en fait on peut rapprocher les X-Men de n'importe quelle minorité qui existe dans la planète. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes. Dans X-Men 2 notamment, il y a la scène où Bobby revient chez ses parents et annonce qu'il est un mutant. On pourrait assimiler ça presque à un coming out. On a la scène dans le 1 où Malicia, son pouvoir se réveille et elle ne peut pas toucher les gens, ce qui est un peu une métaphore d'une MST en quelque sorte. Donc en fait, on pourrait rapprocher les X-Men, toutes les scènes d'ailleurs qu'il y a dans la saga X-Men, où en fait on parle de ce que c'est d'être un mutant, du fait que la société les rejette, du fait qu'il y a des lois qui veulent les ficher ou alors les tuer, et du coup, on peut rapprocher ça des personnes afro-américaines, des personnes atteintes atteintes du sida, des personnes LGBT aussi, tout simplement. Donc en fait, c'est ça qui me touche le plus, moi, dans les X-Men, c'est que c'est des personnes qui sont rejetées à cause de ce qu'elles sont. Et ça, c'est un truc qui me parle, pour des raisons, voilà. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse et qui me parle. Mais du coup, revenons un peu, on va revenir film par film. X-Men 1, je vais essayer de faire court par film pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé avec X-Men. X-Men 1, c'est global parce que du coup j'ai tout revu, c'est un très bon film. C'est un très bon film, réalisé par celui qui réalisera le plus de films X-Men, à savoir Bryan Singer, avant qu'on apprenne qu'il était peut-être un petit peu pédophile. Bref. Écoutez, c'est bien réalisé, le discours est là, les scènes d'action n'ont pas tant vieilli que ça, parce que du fait de Wolverine, donc Wolverine c'est un mec qui a des griffes, du coup, on est beaucoup sur de la chorégraphie de combat, à savoir un peu comme de la danse, et non pas des effets spéciaux devant un fond vert, et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pour jouer, donc, Professeur Xavier, celui qui veut que les mutants et les humains vivent en harmonie,
Et Magneto, celui qui veut globalement baiser tout le monde, parce que c'est un mutant, eh bien ils ont réussi à prendre Ian McKellen et Sir Patrick Stewart, qui sont des très très grands acteurs de théâtre. Ian McKellen, que vous avez vu, c'est Gandalf, voilà, si vous ne saviez pas. Et du coup, c'est hyper intéressant de donner... Parce qu'à l'époque, c'est tout nouveau, les films de super-héros. Personne ne connaît trop ce que c'est. C'est hyper intéressant de visualiser que de grands acteurs se mettent dans des rôles un peu en danger, finalement. Et ça, c'est cool. Et surtout que l'écriture de ces deux personnages, en fait, elle est hyper intéressante. Parce que Magneto, dans le fond, c'est quelqu'un qui peut, de temps en temps, avoir raison. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est un gars qui a vécu l'Holocauste, tout simplement, puisqu'il est juif, et ses pouvoirs se sont révélés au moment où il était dans le camp d'Auschwitz. Pas quelque chose de fort sympathique, donc. Et du coup, du fait qu'il est juif, il a vécu ce qu'il a vécu pendant la guerre, et en plus, il est traqué, torturé, même des fois, du fait d'être un mutant. Du coup, ça fait une double lecture qui est assez intéressante. Et du coup, le premier X-Men, il est très bon. Parce qu'il nous présente l'enjeu de cet univers, à savoir faire en sorte que les mutants soient acceptés sur la planète, au même titre que toutes les minorités, et qu'ils soient arrêtés d'être traqués, ils soient arrêtés d'être tués, et voilà. Et c'est pour ça que Charles Xavier a fait son école, son refuge pour mutants. Ensuite, on arrive à X-Men 2, que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que même si les scènes de combat sont très sympathiques et que le discours est encore plus présent, on a là un truc très intéressant, à savoir le méchant en fait. William Stryker, qui est un méchant un peu culte des comics X-Men, qui est celui qui a transformé Wolverine, qui lui a transmis son espèce de métal là, sur les os, là, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir finalement que les êtres humains n'ont pas envie de vivre avec les mutants. En fait, c'est du racisme pur et simple. C'est un méchant qui est purement raciste. Et là où dans les comics, William Stryker est un prêtre, évangéliste, catholique, puritaniste, là dans toutes les adaptations filmiques, ils ont essayé d'en faire un militaire dont le fils était un mutant, que sa femme est morte et que du coup il déteste les mutants, ce qui est hyper intéressant. Et du coup, quand on nous annonce la fin de la trilogie avec X-Men 3, on se dit putain, ça va être trop cool, ça va être la fin des enjeux, ça va être super sympa. Non. Non, parce que donc Bryan Singer, qui a réalisé X-Men 1 et X-Men 2, il est pas sur le troisième volet. Et c'est réalisé par Brett Ratner. Brett Ratner, qui est un mec qui n'a aucune idée. C'est-à-dire que Bryan Singer, il est pas parfait en termes de X-Men, quoique, voilà, mais c'est quand même un gars qui a réfléchi ses plans, qui réfléchit son discours, son procédé de mise en scène, sa direction d'acteur, parce que c'est aussi un truc qui est hyper intéressant sur les X-Men, c'est que vu qu'il y a un discours politique qui est extrêmement fort et qui est... Oui, parce que, alors là, tous ceux qui disent Marvel, c'est devenu politique, maintenant c'est woke. Regardez les films X-Men d'il y a 10 ans, c'était déjà politique. Ça a toujours été politique, Marvel. Bref. Donc, c'est quelqu'un qui... Dans X-Men, en fait, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Il y a des scènes d'action parce que Wolverine est une espèce de bête absolument enragée, et on en reparlera quand on en parlera de Wolverine, parce qu'on va parler de la trilogie Wolverine aussi, et qui du coup, quand il y a des scènes d'action, c'est pas comme Avengers ou comme Captain America où c'est des trucs où faut sauver la planète. Non, là c'est des trucs entre guillemets simples, c'est-à-dire c'est des gens qui se battent pour leurs droits. Et en fait, ça pourrait être des activistes complètement des activistes d'aujourd'hui en fait. C'est complètement ça. Ça pourrait être ce qu'on a eu notamment avec d'une certaine façon toutes les manifestations LGBT en fait, tout simplement. Les X-Men, les mutants, c'est une minorité comme une autre. Alors il y a deux camps, il y a soit ceux qui sont avec Charles Xavier, les X-Men, qui veulent essayer de sauver les humains, essayer de se faire accepter, et il y a ceux comme Magneto qui veulent tout simplement les tuer et être la race dominante. Pas forcément quelque chose de sympa, parce que je suis pas un mutant en fait, et je crèverais. Et du coup, revenons au troisième volet. Dans le troisième volet, à la fin du deuxième volet, donc, Jean Grey est morte. Voilà. Elle s'est sacrifiée. Les X-Men sont très
touché parce que Logan il pensait avoir trouvé une petite copine, on va dire. Il pensait avoir trouvé une famille chez les X-Men et il l'a trouvé. Sauf que il y a deux choses extrêmement intéressantes dans ce film, c'est qu'ils ont essayé d'adapter la saga du Phénix Noir. Alors la saga du Phénix Noir, pour ceux qui ne connaissent pas les comics, grosso modo, c'est quand Jean Grey se retrouve possédé par une force cosmique qui peut absolument tout baiser, et qui du coup commence à foutre un peu le bordel et à virer un peu psychopathe. Voilà, c'est très résumé, mais en gros c'est ça. Et en même temps, on essaye de nous faire comment dirais-je, une idée scénaristique, c'est il y a un antidote pour la mutation. Alors, là encore une fois, plusieurs camps. Il y a ceux qui ont des problèmes physiques à cause de leur mutation, notamment Malicia qui ne peut pas toucher de gens en fait. Donc, pas toucher son petit ami, et quand t'as 19 ans, t'as un peu envie de baiser. Donc, dommage. Et t'as ceux comme Tornade ou Wolverine qui sont en mode, mais on n'est pas malade, on est juste des mutants, on a juste des pouvoirs, commencez pas à me casser les couilles. Et t'as ceux comme Magneto qui disent, mais de toute façon, ils vont nous donner l'antidote de force, donc il faut tous les démarrer. Et en fait, la saga du Phénix Noir et le truc de l'antidote, c'est deux idées scénaristiques qui sont hyper intéressantes. Mais qui, mélangées, fait un brouhaha complet et absolument inutile, dans le sens où, en fait, X-Men 3, c'est que de l'action. Alors certes, il y a toujours le discours très engagé, mais c'est beaucoup moins intéressant puisqu'il y a beaucoup plus de scènes d'action qui ne sont pas forcément nécessaires, dans le sens où la scène d'action sur la prison, à la fin, avec les X-Men, guidés par Wolverine, c'est un truc qui aurait pu être très sympa, mais encore une fois, il n'y a pas d'idée de cinéma, en fait, il n'y a pas d'idée de plan. La saga du Phénix Noir, elle est mal adaptée au possible. C'est complètement nul, X-Men 3. C'est un bon divertissement parce que les effets spéciaux n'ont pas trop vieilli, que voilà, les scènes d'action elles sont complètement inutiles, mais bon, à l'époque il y avait quand même des scènes d'action bien pires que ça, donc on va dire que c'est genre 5 sur 10, tu vois. Et du coup, les fans ont gueulé parce qu'ils disent oui, la saga du Phénix Noir c'est pas ça, c'est dégueulasse, ça n'a aucun sens, putain, arrêtez les X-Men. Intéressant. Arrêtez les X-Men. J'ai plus d'eau dedans, allez. Et du coup, la Fox, elle fait un truc qui est assez, comment dirais-je, intéressant, c'est que dans X-Men, le personnage préféré des fans, ça a toujours été, en tout cas dans les films j'entends, Wolverine, parce que Hugh Jackman, parce qu'il est musclé, parce qu'il est charismatique, et il fait partie de ces acteurs de films de super-héros qui sont des castings parfaits, dans le sens où il a parfaitement compris la fragilité de Wolverine, la rage de Wolverine, les émotions, et le fait que, même si c'est un connard qu'on voit bouler tout le monde, en fait, les X-Men, c'est sa famille, et il fera tout pour sa famille. Hein, voilà. De la même façon que moi, je ferai tout pour mes amis. T'as capté un peu le délire? C'est exactement ça. Et du coup, la Fox, elle fait « on va faire un film sur Wolverine, du coup !» Wolverine, un homme immortel, il y a des choses à raconter, c'est hyper intéressant. On peut se dire pourquoi pas. Sauf que la Fox ne sait pas choisir ses réalisateurs. C'est-à-dire que, ça dépend des fois. Et là, mais alors là, ils nous font X-Men Origins Wolverine, qui est une daube. Mais une daube intercosmique, dans le sens où il n'y a pas d'idée de cinéma, il n'y a pas d'idée de plan, il n'y a pas de mise en scène, on est que sur de l'action hyper brutale et hyper dégueulasse en fait. Les effets spéciaux ont très très mal vieilli, et pourtant il est sorti des années après le premier X-Men, ça n'a pas de sens. Et surtout, on nous présente ce que les fans de comics ont retenu. Ryan Reynolds en Deadpool, un mec qui, à la fin, Deadpool ne parle pas. Alors que 90% de l'univers de Deadpool, c'est juste parler et faire des blagues dégueulasses. Donc là, déjà non. Je sauve Liv, je sais pas comment il s'appelle, Liv Schreiber, qui joue Dan Sabre, le frère de Wolverine, mais aussi son ennemi juré dans les comics, qui est là comme Hugh Jackman, qui a compris le personnage et qui a des scènes plutôt intéressantes. Je trouve que c'est le seul, avec Hugh Jackman évidemment, qui essaye de sauver un peu le bordel. Mais le fait est que c'est clairement un ratage complet. Du coup, la Fox,
se prend un deuxième tir des fans. Donc là, ils disent, bon bah écoute, on va reboot. On va recommencer une nouvelle saga X-Men avec des nouveaux acteurs. Et là, ils font le meilleur film X-Men de tous les temps, à savoir X-Men, le commencement. Matthew Vaughn, voilà, dont je vous avais parlé sur Argyle, voilà, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon aussi, qui joue le méchant de cet épisode, un mutant qui essaye de déclencher la guerre entre la Russie et l'Amérique avec la crise de Cuba pour tuer tous les humains, rendre les mutants plus forts. C'est le meilleur X-Men en fait, tout simplement. La musique est formidable, la mise en scène, elle est simple, mais elle est travaillée, c'est-à-dire que les plans sont pas des plans de fou, mais au moins c'est net, c'est beau, c'est joli. Tu vois ce que je veux dire ? Le casting de James McAvoy et de Michael Fassbender, pareil, c'est des gens qui ont compris leur personnage, qui sont dans des versions un peu plus jeunes de Charles et de Magneto. C'est parfait. C'est simple, le discours est encore très présent, et en fait, en nous plaçant à l'époque où la CIA, dans un premier temps, parce que le monde n'a pas encore découvert, mais où l'Amérique, et même de façon générale, la planète commence à comprendre le phénomène des mutants, chose qu'on verra ensuite dans Days of Future Past, le fait de replacer l'apparition des mutants dans un contexte historique réel, à savoir la crise des missiles de Cuba, c'est un truc hyper intéressant et hyper logique en fait. Et on apprend plein de choses sur l'univers des X-Men, et puis Kevin Bacon s'éclate absolument en méchant, et je le trouve formidable. Moi je retiendrai, mon plan préféré, c'est quand Magneto finalement décide de devenir Magneto, à savoir de tuer Kevin Bacon, qui a tué sa mère dans les camps de concentration, et de devenir le super vilain qu'on connaît, à savoir un mec qui veut juste démarrer tout le monde, et qui met fin à son amitié avec Charles, enfin, même si c'est plus compliqué que ça, parce que, voilà, c'est une relation un peu chien et chat, on va dire tous les deux. Et donc ensuite, on arrive à deuxième film de la saga Wolverine, à savoir Wolverine, le combat de l'immortel. Donc on retrouve Wolverine, après X-Men 3, donc il a tué la femme qu'il aimait pour sauver tout le monde. Il vit un peu comme un ermite dans les forêts du Canada, tel un animal, parce que tout le monde voyait dans lui un animal. Et bien là, il y a une fille qui arrive et lui dit « Oui, alors en fait, quand t'étais prisonnier à Nagasaki, t'as sauvé mon maître, et du coup, mon maître, il veut t'aider, il veut te remercier, et il veut... voilà. » Il arrive donc au Japon, Wolverine machin, et le gars lui dit « Je vais mourir, par contre, je peux t'enlever ton immortalité parce que t'as envie de crever, fils d'up. » Et là, Logan, il fait « Ah ouais, c'est vrai que... quand même, plus de 150 balais, je commence un peu à me faire chier, tous ceux qui sont près de moi, ils crèvent... je sais pas, j'hésite. Et du coup, s'ensuit une aventure dans laquelle une espèce de mutante essaye de l'empoisonner, des yakuza essayent de kidnapper la meuf qui kiffe, ils essayent de... voilà, ils butent tout le monde. Wolverine, le combat de l'immortel, j'en avais gardé un souvenir inexistant, parce que c'est pas un film qui m'avait marqué. Je l'ai revu. Alors c'est James Mangold, du coup c'est là qu'il arrive dans la saga X-Men. Eh bien écoutez, c'est très intéressant, parce que ça raconte quelque chose du personnage que, en fait, en lui, il est persuadé qu'il n'y a que de la haine et que de la colère, alors qu'en fait c'est quand même quelqu'un qui est quand même un petit amoureux, qui est quand même très mignon finalement, et qui est en prise avec son immortalité. Mais là encore, comme Matthew Vaughn, les plans sont réfléchis, le scénario est travaillé, Hugh Jackman est toujours parfait dans le rôle, les scènes d'action sont quand même, vu qu'on est dans du poum poum poum, c'est très bien chorégraphié. Il y a notamment la scène de l'enterrement avec les Yakuza qui attaquent, que je trouve vraiment vraiment sympathique en termes de mise en scène. Et puis la musique est assez cool, j'ai envie de te dire. Et du coup, à la fin, scène post-générique, on a Magneto et Charles Xavier qui arrivent voir Wolverine en mode c'est la merde complète, mon frérot, tu vois. Et on arrive aussi sur ce que j'ai redécouvert comme étant l'un des meilleurs X-Men aussi, à savoir Days of Future Past, réalisé à nouveau par Bryan Singer. C'est sublime. Voilà, c'est sublime parce qu'en fait on arrive dans un futur alternatif où
les sentinelles, donc à savoir des robots destinés à traquer et à tuer les mutants, ont réussi à détruire quasiment tous les mutants en fait, et où du coup les X-Men tentent de survivre, sauf que les sentinelles ils peuvent s'adapter à leur pouvoir, et du coup c'est très galère, et du coup ils décident d'envoyer Logan dans le passé pour empêcher Mystique de tuer le créateur des sentinelles, et ainsi arrêter le programme. C'est l'un des trucs les plus touchants. Parce que, encore une fois, c'est le film où le discours sur les mutants est le plus obvious, dans le sens où c'est le plus visible, hein, parce que on est en pleine guerre du Vietnam, on a Charles Xavier qui n'a plus d'élèves, puisque tous ses élèves ont été réquisitionnés pour la guerre, du coup, il a décidé un concours de circonstances, il a décidé de sacrifier ses pouvoirs pour pouvoir remarcher et pour ne plus entendre les cris et les cris d'horreur des gens. On a les X-Men qui sont inexistants, on a Magneto qui est en prison, on a ce petit scientifique là qui essaye de dire non mais en fait on va créer, il y a beaucoup de mutants, on va créer des robots pour les traquer, hein, parce que c'est chaud là quand même. Hein. Un gros raciste, il n'y a pas d'autre débat, c'est un gros raciste. Et du coup, Logan arrive et il va avoir le rôle que Charles Xavier, que le professeur X a eu pour lui dans le premier X-Men, à savoir un guide. Il arrive en mode bon mon pépère, moi je viens du futur, dans le futur c'est la merde, donc tu vas te sortir les doigts du cul et on va aller libérer Magneto et on va sauver tout le monde. C'est bon pour toi? Et du coup Charles Xavier au début il est en mode chiant. Et on a une scène qui est magnifique, qui est la plus belle scène du film, à savoir, il y a Charles Xavier du coup qui essaie d'utiliser le Cérébro, sa machine pour amplifier ses pouvoirs, mais qui n'y arrive pas parce que ça fait des mois qu'il ne se sert plus de ses pouvoirs, qu'il est complètement déprimé, il est brisé, qu'il est submergé par les cris d'horreur de tout le monde. Et du coup, Logan lui dit écoute mon frérot, lis dans ma tête, tu vas voir tout ce que toi tu as fait pour moi. Hein. Moi j'étais une merde quand tu m'as rencontré, et maintenant je suis un mec mieux. Donc lis dans ma tête. Et voilà, par voyage dans le temps, trope scénaristique, machin, le Charles Xavier du passé, donc des années 60-70, arrive à communiquer de façon télépathique avec Patrick Stewart, le Charles Xavier de notre époque. Et Charles Xavier lui dit non, mais parce que du coup, James McAvoy arrive et il dit alors c'est ça le futur, en fait Magneto il avait raison, ils vont tous nous buter et tout. Et Charles Xavier lui dit oui, non. On a juste à... Non, t'inquiète. Il n'a pas raison. Il faut que tu gardes la foi. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile, mais quelqu'un qui tombe ne veut pas dire qu'il est perdu. Et alors là, bon, j'ai vu la scène, j'ai pas chialé, mais je t'en mode ah ouais, putain, c'est fort quand même, hein. Et puis pareil, la mise en scène est sublime, les plans sont cool, on a, encore une fois, peu de scènes d'action, mais toujours très travaillées, la musique est vraiment très sympa. Je veux dire, j'ai l'impression de redire toujours les mêmes choses, mais c'est ça en fait. Et puis, du coup, quand on nous annonce donc X-Men Days of Future Past fini, le futur est sauvé, Mystique n'a pas tué le président, elle n'a pas tué le scientifique, le programme Sentinelle est abandonné. Soit. Et du coup là, mais on se dit mais putain, ils vont faire quoi après? X-Men Apocalypse. Putain, incroyable. Là, tous les fans de comics, ils sont en mode ouais, ils vont adapter Apocalypse au cinéma. Apocalypse, c'est le nom d'un méchant. Un méchant très connu d'X-Men. Et là, on se dit putain, ça va être fou. Non. Pourtant, ils avaient pris Oscar Isaac, qui est un très bon acteur pour faire le méchant. Et là, il n'y a plus rien du tout. On perd tout le discours politique et engagé qui fait toute la force de la saga X-Men, il n'y a plus rien. Là, on est juste sur Oscar Isaac, donc Apocalypse, qui se réveille en mode je suis le méchant et je vais tuer tout le monde. Les scènes d'action sont nulles, c'est nul. Pourtant, on nous présente Jean Grey, on nous présente un nouveau Cyclope. C'est nullissime. Ah, c'est nul à chier. Voilà, c'est nul à chier. Puis les effets spéciaux ont vieilli, hein, c'est moche. Hein. Ouh là là, c'est très très moche. Hein. Aïe, horrible. Et puis alors, le dernier n'est même plus réalisé par Bryan Singer, parce qu'après on nous annonce X-Men Dark Phoenix, une
Belle adaptation de la saga du Phénix Noir? Non. Non, non. Même si ça reprend la base de l'histoire, à savoir Jean Grey qui est possédé et qui finit par buter tout le monde. Ah bah là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus de discours politique, il n'y a plus de mise en scène, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus d'acting, l'action est à chier. On a une scène d'action où Cyclope se bat contre le fauve. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Ça n'a pas de sens. Et donc du coup, on pensait la saga X-Men enterrée de façon définitive au cinéma. Et puis, il y a la fin de la saga de Wolverine, qui lui aussi a du coup une trilogie à lui tout seul, à savoir Logan, que j'ai revu hier, qui est... Ouais, c'est un chef-d'œuvre en soi, parce que c'est une sorte de road movie, en même temps c'est un western avec un Wolverine complètement brisé, il guérit plus, ses pouvoirs c'est de la merde, il est vieux, il a envie de se suicider, et il est contraint d'aider une gosse qui est en fait son clone. Et du coup, il doit prendre le rôle de père de substitution, mais il finit par se faire démarrer, et puis il finit par crever en fait tout simplement. C'est un chef-d'œuvre total, Logan. Voilà, je vais pas argumenter pendant 150 ans sur le film. C'est un putain de chef-d'œuvre, absolu. La mise en scène est ouf, la musique est folle, ça reprend les codes du western pour en faire une adaptation de comics. Et je trouve ça formidable parce que, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Logan, du coup, c'est adapté de ce comics, à savoir Old Man Logan, qui est que j'ai lu hier, qui est je pense indubitablement l'un des top 3 faciles des meilleurs comics que j'ai lus de toute ma vie. L'une des choses les plus émotives, les plus travaillées, les plus artistiquement, c'est fou, les dessins sont exceptionnels. Et du coup, Logan, le film, en est du coup une adaptation un peu travaillée, parce que c'est pas exactement pareil que dans le comics, mais on retrouve ce Wolverine complètement brisé, qui a plus envie de se battre, qui doit sauver le professeur, et il y a une scène avec des fermiers qui les invitent à déjeuner, à dîner, pardon, et en fait, c'est une scène formidable. Enfin, Logan, c'est formidable dans tous les cas. Et du coup, ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand on a annoncé Deadpool 3 et qu'on annonce maintes et maintes choses, à savoir des variantes Wolverine, le retour des X-Men de la Fox, le retour de Cyclope. Oui, Cyclope c'est le meilleur X-Men, c'est mon préféré. C'est bon pour vous? Et du coup, quand on nous annonce le retour de Hugh Jackman, moi, en tant que fan des X-Men et que fan de Marvel, je suis content. Je me dis, ah tiens, c'est intéressant parce que Logan, il est censé être mort. Alors, est-ce qu'il va jouer un variant? Est-ce qu'il va jouer une version alternative? En plus, là, quand le costume est sorti, alors là, j'étais comme un fou. Tu vois ce que je veux dire? Parce que un gros truc, mais un gros truc que les fans de comics ont détesté dans l'entièreté des films X-Men, c'est-à-dire que on n'a jamais eu les costumes des comics. Parce que, comme vous le savez, à l'époque, les dessins de bande dessinée ne se faisaient pas par ordinateur, c'était fait à la main. Et du coup, après, il fallait imprimer. Et du coup, les dessins, à l'époque, moi j'aime à dire que c'est je sais plus parler. J'aime à dire que c'est des dessins vintage. Il y en a qui disent qu'ils sont moches. C'est des gens qui n'ont pas de goût, globalement. Mais du coup, il fallait que ce soit les Avengers ou même tous les super-héros, il fallait qu'ils aient des costumes flashy, pour qu'on les reconnaisse, en fait. Que dès qu'on voit la couverture, on se dit « Ah tiens, c'est lui, donc c'est Cyclope, lui, c'est Wolverine, machin. » Et du coup, quand Avengers sort, chaque Avengers a son costume. Costume bleu, costume rouge, armure, machin, nanani, nanana. Les X-Men, ils ont des super costumes dans les comics. Et pourtant, jamais dans les films, on a vu leurs costumes. Alors, ils ont tous les mêmes uniformes, qui en soi peut être une idée, mais leurs uniformes sont moches. Voilà, c'est moche. Donc j'ai hâte de voir Deadpool 3, dont la bande-annonce sort dans 3 jours. Je vais pas dormir de la nuit, je vais l'atteindre jusqu'à 2h du mat. C'est bon pour vous? Donc voilà, on attend. On attend très 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 fort cette bande-annonce. Et puis surtout, voilà, regardez X-Men, lisez Old Man Logan si vous avez l'occasion. C'est une œuvre littéraire absolument formidable. En plus, c'est Mark Millar, et Mark Millar, il fait des dessins de baisers. Ou sinon,
un autre arc très connu des X-Men, House of M, qui est l'équivalent, j'ai envie de vous dire, comment dire, je pourrais dire ça sans me faire engueuler, l'équivalent de la Bible, mais en termes de bande dessinée. Voilà, je pense que c'est pas mal pour vous. Hein, c'est bon? Allez, bisous. Hein. C'était Captain Delboy, je vous dis peut-être à bientôt pour le film Dune. J'ai envie de crever.